Bonsoir à tous. Je reçois aujourd'hui le général Dominique Trinquant, ancien chef de mission de la mission militaire française à l'ONU et spécialiste des relations internationales. Bonsoir mon général. Bonjour. Vous publiez d'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques. Justement, il y a de nombreux enjeux géopolitiques avec la chute du régime de Bachar al-Assad. On va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Dites-nous comment on peut expliquer ce fulgurant renversement. Quel a été l'élément déclencheur ? Alors, je pense qu'il y a deux actions. Il y a le temps long et puis le temps court. Le temps long, c'est qu'il faut se souvenir que la poche d'Idlib, d'où venaient HTS et d'autres mouvements, c'est une poche qui existe depuis 5-6 ans. Au moment où les Russes accompagnant l'armée syrienne, réduisaient les poches de djihadistes, à chaque fois, pour terminer l'opération, ils disaient aux djihadistes « allez à Idlib ». Et il y avait un accord pour que la Turquie désarme les djihadistes qui étaient là. La Turquie ne les a jamais désarmés. Premier point. Donc il y a eu une poche qui s'est organisée sous la houlette du chef de HTS, du mouvement HTS, et qui s'est armé, mais qui s'est organisé. Ça, c'est le temps long. Sur le temps court, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Israël, attaquant le Hezbollah et les mouvements iraniens qui étaient en Syrie et en Irak, a réduit considérablement la capacité du Hezbollah. Et les éléments du Hezbollah ont quitté la Syrie pour aller s'occuper du Liban, et les frappes israéliennes en Syrie ont tué un certain nombre de responsables iraniens qui étaient en Syrie. Et donc, la Syrie s'est trouvée sans appui des Iraniens. Et deuxièmement, lorsque les problèmes se sont compliqués, M. Bachar al-Assad est allé tout de suite à Moscou en lui disant « vite, aidez-moi ». Et Moscou lui a dit « écoutez, on a autre chose à faire avec l'Ukraine ». Ça montre la limite des capacités des Russes et des Iraniens face au changement qui est en train. Les rapports de force ont changé et l'utilisation de la force étant devenue banale, eh bien, HTS s'est dit c'est l'occasion ou jamais de profiter de ce vide pour renverser le gouvernement de Bachar al-Assad. Avant de revenir sur la composition de cette coalition HTS, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on se demande mais pourquoi l'Iran et la Russie n'ont pas pu empêcher ce renversement. Donc, c'est pas par absence de volonté, mais plutôt par une incapacité de leur part aujourd'hui. Totalement par incapacité. Alors, si on prend l'Iran, Hamas est quand même sacrément étrillé, le Hezbollah également, les Houthis ont des difficultés, donc le roi est nu. L'Iran se retrouve toute seule. Et aujourd'hui, l'Iran pense à sa protection, avec les problèmes intérieurs qu'on connaît en Iran. Ça, c'est pour la faiblesse de l'Iran, qui a dit d'ailleurs au Hezbollah « dites-nous de quoi vous avez besoin, on va étudier le sujet ». En clair, on ne vous aidera pas. Du côté des Russes, on n'arrête pas de parler de la grande armée russe qui, je le rappelle, au bout de 3 ans, aura réussi peut-être en Ukraine à conquérir 20% du territoire ukrainien, et l'armée ukrainienne est toujours debout. Donc l'armée russe a des limites. Et dans les limites qu'elle a, elle n'avait pas la capacité d'envoyer des moyens actuellement en Russie pour combattre en Ukraine, pour aider la Syrie. Il faut rappeler que quand ils l'ont fait en 2015, ils ont mis le paquet. Et c'était un pari qu'avait fait le président Poutine, qu'il a gagné, en disant « je soutiens le gouvernement qui est en place, Bachar al-Assad, et on rétablit ». Sauf qu'avec le temps long dont je parlais tout à l'heure, l'opposition s'est organisée, s'est préparée, et les soutiens iraniens et russes ne sont plus en capacité d'aider le gouvernement qui tombe comme un fruit mûr, parce que son armée ne tient pas la route, il faut être clair. Et donc aujourd'hui, on peut parler d'un véritable camouflet pour le Kremlin. Complètement. Alors, c'était assez amusant d'écouter M. Lavrov, que je connais bien, je l'ai connu aux Nations Unies, et M. Lavrov a pris ça sous le mode de la dérision, en disant « Vous voulez qu'on dise qu'on a été surpris ? Oui, on a été surpris. Vous voulez dire qu'on pleure ? Oui, on pleure. » Il a pris ça en plaisantant, parce qu'il n'avait pas d'autres moyens. En fait, la Russie est incapable d'aider. Et alors ça va plus loin que ça. Parce que la Russie, il faut le rappeler, depuis très longtemps, a 2 bases. Une base Tartous, une base maritime, et une base aérienne. La base maritime, c'était le vieux rêve de Pierre Ier d'avoir des ports en mer chaude. Parce que quand on est à Mourmansk ou à Vladivostok, ce n'est pas exactement le sujet. Aujourd'hui, la Russie a un sacré problème. La mer Noire est fermée. Le détroit des Dardanelles ne peut pas être franchi. Vous savez, ça fait partie des accords. Et puis,
la marine russe a été repoussée à l'extérieur de Sébastopol. Donc la mer Noire, fini. La mer Baltique, la Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN. Donc la mer Baltique, à part Saint-Pétersbourg et Kaliningrad, c'est une mer otanienne. Donc il restait en Méditerranée Tartous. Là, la flotte est partie la semaine dernière, sous le prétexte d'une manœuvre, et je me demande bien où elle va aller. Parce que je ne doute pas que les Russes négocient avec le nouveau gouvernement syrien lorsqu'il sera en place. J'ai des doutes sur le fait que le nouveau gouvernement syrien, qui veut être un gouvernement vraiment national, accepte d'avoir une base russe sur son territoire. Et dernière base, la base aérienne, qui est pas très loin au nord de Tartous. Cette base aérienne était une plaque tournante essentielle pour le soutien aux pays africains qui ont choisi la Russie comme partenaire. Eh bien là, ils vont avoir des difficultés. Et justement, au vu d'Afrique, comment on analyse un peu ce renversement de Bachar al-Assad là? Alors je pense qu'il y a deux choses à voir. La première chose, c'est le soutien logistique. J'en parlais, cette base qui va disparaître va être un problème pour le soutien russe en Afrique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est, certes, M. Bachar al-Assad a obtenu l'asile pour des raisons humanitaires à Moscou. Donc ça veut dire que les dirigeants africains qui ont choisi la Russie pour les appuyer contre des menaces extérieures, djihadistes en particulier, ont des soucis à se faire sur la capacité de la Russie à les aider sur leur terrain. Peut-être pourront-ils trouver asile à Moscou, mais c'est quand même le dernier espoir qui leur reste. Pour le reste, je pense qu'ils ont des soucis à se faire. Parlant d'asile, est-ce que Bachar al-Assad avait la possibilité d'aller dans un autre pays que la Russie? Peut-être l'Iran ou... L'Iran, mais ce n'est pas très sûr. On a vu qu'il y avait un certain nombre de responsables du Hamas en particulier qui ont été éliminés à Téhéran. Donc Téhéran est très infiltré par les services, en particulier le Mossad. Donc ça ne me paraissait pas une bonne formule. De toute façon, monsieur, parce que ne nous voilons pas la face, ce gouvernement dictatorial est un gouvernement mafieux. Il n'y a qu'à voir le garage de voitures qui a été découvert. On a vu des images. Donc, ils ont investi considérablement, plusieurs appartements, beaucoup d'argent à Moscou. Donc, M. Bachar al-Assad est allé rejoindre sa famille qui avait déjà rejoint Moscou, où sa femme... Son fils ne prépare une thèse même, il a soutenu une thèse à Moscou. Et aussi, il a ses lingots d'or, ses dollars, etc. Malgré la dédollarisation voulue par Moscou, je pense qu'il a beaucoup de dollars. Revenons sur cette coalition HTS qui a mené l'offensive. De quoi est-elle concrètement composée? Il y a forcément des pays occidentaux ou des pays, des régimes étrangers qui soutiennent cette coalition. Est-ce qu'on a un peu une idée concrètement? Alors, premier point, il faut voir d'où cela vient. Le leader, le chef de HTS, Al-Jani, en fait, est un Syrien qui avait rejoint la révolte irakienne lorsque les Américains ont envahi l'Irak en 2004. Et donc, a été lié à Al-Qaïda, a créé Al-Nosra en Syrie, donc mouvement très djihadiste, très radicaux, très radicaux. Mais depuis qu'il est devenu responsable d'Idlib, il a un peu mis, pardonnez-moi la mauvaise expression, d'eau dans son vin, c'est pas vrai, il ne boit pas de vin puisqu'il est musulman croyant, mais il a tempéré un peu ses positions. Il a admis que les chrétiens pouvaient vivre à Idlib, que les Kurdes pouvaient vivre là-bas également, et il a pris une visibilité beaucoup plus occidentale, retirant le turban, mettant un costume civil, taillant sa barbe, etc. etc. Je pense qu'il s'est mis dans la position d'un futur chef d'État syrien. Et un futur chef d'État syrien, qu'est-ce qu'il a comme problématique? Intégrer toutes les composantes syriennes. Les sunnites, les alaouites, les Kurdes, les chrétiens. Et, on les oublie, tous les migrants qui étaient partis en Turquie, en Europe, au Liban. Ils vont revenir. Or, eux, ils n'ont pas fait le combat djihadiste. Donc, ils ont une vision un peu différente de la façon d'organiser la société. Ça, c'est pour l'organisation interne. Et puis, deuxième point, il a un problème majeur. Il va falloir reconstruire la Syrie. Et pour reconstruire la Syrie, on va compter sur qui? On va compter essentiellement sur l'argent du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, et indirectement, c'est un lien avec l'Occident, parce qu'on sait que l'Occident travaille très bien avec l'Arabie Saoudite et avec les Émirats Arabes Unis. Lien également avec Israël. Déclaration d'un des adjoints du chef d'HTS, c'est « nous n'avons pas rien
nous n'avons pas d'antagonisme avec Israël. C'est quand même une position très très forte qui vient. Mais Israël a continué de bombarder des sites militaires en Syrie. Alors, je vais y revenir. Pour traiter les derniers, c'est la Turquie. La Turquie qui va vouloir chasser tous les Syriens qui sont en Turquie pour les renvoyer. C'était un souci majeur des Turcs. Et puis, deuxième point, participer à la reconstruction de la Syrie. Et vous avez raison, aujourd'hui, Israël, les États-Unis également, profitent du vide temporaire qu'il y a en Syrie. L'armée syrienne ne se défend pas, pour détruire les stocks d'armes, détruire les capacités chimiques, par exemple, détruire les systèmes antiaériens syriens, de façon à ce que ce ne soit plus un danger pour la région ou aux mains de djihadistes, si des mouvements djihadistes, parce qu'il n'y a pas que HTS. Justement, la menace, elle est présente, mon général. La menace djihadiste est encore plus forte, même avec ce risque d'instabilité qu'on a aujourd'hui. Alors, moi, écoutez, je ne donne pas, encore une fois, pardonnez-moi de l'expression, le bon Dieu sans confession à M. Al-Jani, mais je dis qu'il a fait des pas, il a besoin de récupérer et de tempérer les volontés des djihadistes en Syrie. S'il veut reconstruire un État syrien, il a besoin que son image change. Alors l'image que je décrivais tout à l'heure de sa personne a changé, maintenant il faut que dans les actes, cela passe. Et en particulier, il a donné des consignes pour, avoir une passation de gouvernement avec l'ancien Premier ministre. On l'a vu escorter aussi, de manière assez pacifique aussi. C'est extraordinaire, ça veut dire que l'État syrien existe et passe de Bachar al-Assad à quelqu'un d'autre. C'est quand même très fort de vouloir faire ça. Ce n'est pas uniquement par les armes, c'est de façon légale. Et donc, également, limiter les exactions que pourraient faire les djihadistes, et en particulier, il a dit, on n'approche pas les bâtiments institutionnels, etc., etc. Donc il y a eu quelques écarts dans les palais présidentiels, mais il faut s'imaginer ce que ces gens qui vivent difficilement ont découvert quand ils ont découvert le palais de Bachar al-Assad. Quand on parle de reconstruction, on parle aussi d'un gouvernement. On sait que l'opposition syrienne est très large, très diverse aussi. Comment on peut arriver à un gouvernement d'union nationale avec ces différentes sensibilités, à la fois des frères musulmans aux socialistes syriens? Écoutez, moi je pense que, et effectivement, c'est un sacré challenge pour le responsable de HTS. Je pense que ce challenge, il doit être capable de le faire. Ce qu'il a réussi à Idlib, il doit pouvoir le réussir plus globalement en Syrie. Mais pour ça, je reviens aux appuis qu'il doit avoir à partir, vous savez, l'argent arrange beaucoup de choses, à partir des fonds que pourrait fournir l'Arabie Saoudite, que pourraient fournir les Émirats Arabes Unis, de façon à ce que globalement, la réunion de la Syrie, aujourd'hui on a des scènes de liesse, tout le monde est heureux de se séparer de Bachar al-Assad. Maintenant, il faut passer à la construction. Et là, c'est un problème, à mon avis, beaucoup plus important, mais il doit pouvoir en avoir la capacité. Et il peut être un interlocuteur assez difficile pour le Kremlin. Alors, pour le Kremlin, je pense qu'il va être un interlocuteur très difficile pour deux raisons. La première, c'est que le Kremlin a soutenu Bachar al-Assad, sauf à la fin, parce qu'il ne pouvait plus. Il a accueilli Bachar al-Assad en disant pour des raisons humanitaires. Pourquoi? Parce que le Kremlin veut continuer à négocier Tartous et la base aérienne. Moi, honnêtement, j'y crois pas trop. C'est pas l'argent que mettra le Kremlin pour louer ces bases qui arriveront à convaincre l'opposition de traiter avec quelqu'un qui a soutenu pendant 10 ans, même plus, 15 ans, les gouvernements dictatoriaux qui étaient en Syrie. Donc je pense qu'ils vont avoir du mal. Et du côté de l'Atlantique, on a vu les États-Unis dépêcher un conseiller spécial. Est-ce que les Américains peuvent renouer le lien aujourd'hui avec la Syrie, sachant qu'il y a aussi un précédent en 2015 où Obama devait lancer l'offensive lorsque Bachar a foncé la ligne rouge avec les armes chimiques. On se dit, c'est pas aussi un allié fiable, concrètement. Non, mais vous avez raison. Les États-Unis ont été faibles, en particulier avec le président Obama à ce moment-là. Aujourd'hui, le président Trump, qui n'est pas encore arrivé en position, mais... Il avait dit on ne s'intéresse pas à tout ça. Il a dit laissez-les se débrouiller. Voilà. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des forces américaines en Syrie, dans le nord-est de la Syrie, dans la partie qui est tenue par les Turcs, et pas par les Turcs, pardon, par les Kurdes. Et c'est une partie extrêmement importante parce qu'il y a là-dedans les prisons dans lesquelles il y a les djihadistes les plus radicaux qui sont présents. Justement. Donc on a intérêt à avoir un œil
précis là-dessus. Et je voulais rappeler simplement... D'où l'importance des Kurdes aussi. Hein. Bien sûr, les Kurdes qui sont YPG, hein, donc un mouvement très opposé aux Turcs. Mais il faudrait rappeler que M. Trump, lorsqu'il était président, a dit on retire les troupes américaines. Et elles y sont toujours. Donc l'armée américaine a su imposer sa position, qui était de rester en place à cause de ces prisons tenues par les Kurdes, qui sont extrêmement importants pour nous, parce que ce sont des djihadistes qui pourraient rejoindre directement. Je voudrais rappeler d'ailleurs que chez HTS, il y a, on dit 150 djihadistes français qui sont dans les rangs. Donc 150 Français qui sont probablement en contact avec des services français également. Donc, il va falloir voir comment tout ceci s'organise. J'ai reçu une image absolument extraordinaire de, vous savez, le Proche-Orient compliqué, et où on voit des gens qui tiennent des pistolets dans toutes les directions, et c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et moi, j'aimerais qu'on regarde aussi du côté des Européens, comment ils analysent un peu cette situation. C'est une opportunité où on se dit, bah, ce n'est pas un sujet qui nous intéresse comme les Américains. Mais je pense que, pour peut-être ajouter une autre question, on a vu des réactions des capitales européennes sur l'aspect plus migratoire. Bien sûr. C'est peut-être ça l'avantage. Il n'y a pas d'influence à aller chercher en Syrie. Non, mais alors, deux choses. Premier point, tous les Européens se félicitent du départ de Bachar al-Assad, qui était condamné par tous les Européens. Au passage, petite anomalie de la CPI qui ne le poursuit pas. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, tout le monde est content que Bachar al-Assad parte. Effet immédiat, les Syriens qui demandent un asile parce qu'ils étaient poursuivis par Bachar al-Assad n'ont plus de raison de demander cet asile. Donc ils peuvent repartir. Ça, c'est le premier effet, court terme. Sur le plus long terme, voyons ce que devient le futur gouvernement en Syrie. Et en fonction de ce qu'il devient, est-ce qu'on va travailler avec lui ou pas travailler avec lui? Vous savez que la France avait fait, à mon avis, une grave erreur. Elle avait fermé son ambassade en Syrie, à Damas. Ce qui était une erreur parce qu'on a perdu beaucoup de fils. La France avait beaucoup de liens par le Liban, par la Syrie, avec tous les mouvements qui étaient là-bas. Elle l'a un peu perdu. Il faut retrouver ça parce que l'équilibre de la Syrie est essentiel pour la paix au Liban, pour la paix en Israël et pour, disons, limiter les dégâts en Irak. Donc c'est absolument... La Syrie est un cœur depuis des millénaires, de la stabilité au Proche-Orient. Donc il faut absolument recréer ces liens, mais il faudra que le nouveau gouvernement syrien donne des gages pour qu'on puisse travailler avec lui. Moi, j'aimerais comprendre, en général, du côté de l'Hexagone, on a voulu faire souvent ami-ami avec Bachar al-Assad. Est-ce qu'aujourd'hui, c'était une grave erreur d'avoir cru que la Syrie de Bachar al-Assad pouvait être un allié? Non, alors attention, la France, et on parle de l'époque de M. Sarkozy qui avait fait venir Bachar al-Assad, la France avait complètement changé de position. Hein. Je répète, si elle a fermé son ambassade, c'est rarissime qu'on ferme l'ambassade. Rarissime. La France a décidé de fermer son ambassade parce qu'elle avait complètement fermé toutes les portes avec le gouvernement de Bachar al-Assad. Ce qui peut être discutable, parce qu'il faut toujours garder des liens pour pouvoir... travailler dans le pays. Mais ceci étant, la France avait complètement bloqué et aujourd'hui, le gouvernement français a été très clair, il se félicite du départ de M. Bachar el-Assad. Et le monde aujourd'hui est reconfiguré avec ce qui se passe, mon général. Quand vous regardez la nouvelle carte, 2025 ressemblera à quoi d'un point de vue géopolitique aujourd'hui? Alors, il faut voir que ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient, alors quand je devrais dire Moyen-Orient, entre Israël et l'Iran, essentiellement, ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire Chine, États-Unis, avec l'arrivée de M. Trump, c'est une reconfiguration complète des cartes. Donc moi je pense que c'est ce que j'expose dans mon dernier livre, d'un monde à l'autre, nous changeons de monde, et en changeant de monde, il faut tirer les leçons de l'histoire, mais il ne faut pas s'imaginer que le monde va être le même. Le futur, c'est un présent qu'on construit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir les nouvelles cartes de ce monde. Et il faut absolument être capable de les analyser. En transverse aussi, la cybersécurité, les câbles sous-marins, les transports de migrants, de drogue, la drogue, sujet essentiel dans notre pays.
tous ces sujets, il faut les étudier pour voir comment se renforcer. Et vous voyez, la France est protégée par la dissuasion nucléaire. Il est probable qu'on ne recevra pas des obus sur la tête. En revanche, je suis sur un plateau télévisé, l'information est essentielle. Le numérique est essentiel. C'est par là qu'on va vouloir enfoncer des coins dans notre société. Et je sais que la dernière fois que je suis intervenu, j'ai été pas mal combattu par des amis africains qui ont trouvé que ce que je disais, mais ces amis africains, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, je ne dis pas que le bon choix, c'est la France du tout. Le bon choix, c'est l'Afrique. Mais je ne pense pas que la Russie soit le bon choix, parce que la Russie n'apporte que des armes, rien d'autre, et elle n'apporte pas de la sécurité. On le voit au Mali, on le voit au Niger, on le voit au Burkina Faso. Donc oui, un choix africain pour les Africains, et après ça, la carte est ouverte. Vous voulez travailler avec les Américains, les Chinois, les Français, la carte est ouverte, mais travaillez dans votre intérêt. Et votre intérêt, ce n'est pas la mise en place de dictatures qui sont gardées par des gardes prétoriennes de mercenaires sanguinaires. Pour conclure, mon général, on a vu ce week-end la rencontre trilatérale entre Donald Trump, le président Macron et le président Zelensky. Est-ce que là, on voit là un chemin tracé vers un cessez-le-feu, vers une paix en Ukraine 2025, ou c'était juste la communication? Oui, alors je pense que autant la Russie n'a pas été capable d'aider la Syrie et ne sera pas capable d'aider l'Afrique, autant elle est en train de gagner du terrain en Ukraine. Et M. Zelensky le sait. Mais c'est intéressant d'écouter ce qu'a dit Donald Trump avant d'être président. Il a dit avoir la paix par la force. Donc ça veut dire, M. Poutine, il faut aussi que vous cédiez sur un certain nombre de choses. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, M. Zelensky, vous savez que vous ne reconquérirez pas le terrain qui a été perdu aujourd'hui. Donc, M. Zelensky vient de refuser la mobilisation des 18-25 ans. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir de l'Ukraine. L'avenir de l'Ukraine est en Europe. Et cette jeunesse, l'Ukraine en a besoin. Non pas pour mourir sur le champ de bataille, mais pour construire l'Ukraine. Une Ukraine qui aura probablement changé un peu ses limites. Mais ça, M. Poutine aura payé le prix fort. 30 000 soldats russes perdus par mois. Ça, sur le moyen terme, voire le long terme, pour la Russie, c'est un sacré problème. Mais je pense qu'au printemps, il y aura, non pas la paix, mais un arrêt des combats pour arriver à discuter autour de la table. Et M. Zelensky sera prêt à accepter Je crois qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. On n'arrivera pas à conquérir le terrain. Merci beaucoup, mon général. Je rappelle que vous publiez D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques. Merci d'être passé nous voir pour comprendre la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Merci à Romain Clicquot de Main à la réalisation. Portez-vous bien et à demain.